Bonjour à tous, je suis Maryse Pepin et je vous souhaite la bienvenue à cette heure littéraire de l'émission Cause Toujours. C'est une émission qui est rendue possible grâce au partenariat entre l'Association des auteurs des Laurentides et la TVCL. C'est une émission qui revient régulièrement et autour de différents thèmes pour des discussions. Aujourd'hui, nous sommes trois auteurs de la littérature de l'imaginaire, trois passionnés, et nous sommes vraiment contents de vous inviter à ouvrir un portail sur le fantastique. Évidemment, comme cette émission est disponible sur la chaîne YouTube de l'Association des auteurs, nous vous invitons à le partager généreusement. Tricia, parle-nous de toi. Donc, bonjour Maryse, bonjour Frédéric. Bonjour Tricia. Donc, mon nom est Tricia Lauzon. Je suis nouvellement auteure, publiée. Donc, au départ, je dirais que j'écris depuis toujours. Ça a commencé au secondaire avec un professeur en français qui nous avait demandé d'écrire une petite nouvelle sur le fantastique et j'ai adoré. Depuis ce moment-là, je n'ai pas arrêté d'écrire. Mais je n'avais jamais essayé de publier parce que je me disais que c'était un rêve peut-être inaccessible. Et dernièrement, il y a environ 2 ans, j'ai décidé que cette fois-ci, je voulais plus attendre, je voulais vivre mon rêve, arrêter d'attendre que ça se réalise par magie. Et j'ai décidé par le fait même de permettre à d'autres auteurs québécois de vivre leur rêve en devenant également éditrice dans le même temps. Donc, j'ai publié le roman Kathleen la protégée, La descendance interdite 1. Il y a le tome 2, tome 3 qui devrait arriver au printemps. Et avec les éditions Loélie. Et de ton côté, Maryse, je crois que ça fait quand même 10 ans, si je ne me trompe pas, que tu as commencé. Oui, on a fait beaucoup de chemin. Je suis quand même depuis 10 ans dans le monde de l'édition comme éditrice, auteure, illustratrice aussi. 32 ans d'expérience, ça me vieillit. 32 ans en graphisme, je faisais du marketing, de la communication à mon compte. Et puis, la grande aventure a commencé, Sérawyn, quand Martial et moi, on a décidé de créer un univers complet pour faire vivre la magie des œufs de dragon dans le grandeur nature, parce qu'on est des joueurs de grandeur nature, de GN. Et puis, ça a décliné vers les livres des livres de fantasy, vraiment, dans le monde de Sérawyn. C'était pas une mission facile de faire une place au soleil dans le monde de l'édition, vous le savez. On peut le considérer comme des petits joueurs, mais on fait les choses autrement et ça fait le changement. C'est ça qui va faire que la littérature se diversifie. Frédéric, toi, ton parcours m'impressionne. Ça fait longtemps que tu roules ta bosse dans le monde des livres. Parle-nous de toi. Eh bien, oui, je m'appelle Frédéric Danterny et oui, je suis auteur depuis 1995. Avant ça, j'avais été libraire et ensuite je suis devenu distributeur dans le monde du livre. Et j'ai commencé ma carrière en publiant des séries jeunesse fantastiques comme Storine, l'orpheline des étoiles, Éolia, princesse de lumière, aux éditions Pierre Tisser. Par la suite, j'ai élargi les différents genres que j'ai explorés. Alors, j'ai été amené à publier des romans suspense, des romans policiers, des romans humoristiques aussi, des contes d'initiatique. Et dernièrement, j'ai essayé le roman historique pur. Voilà. Et par la force des choses aussi, j'ai été amené à devenir animateur. Puis ensuite, j'ai donné des formations d'écriture. Et je me suis essayé aussi à l'illustration. Je sais, Maryse, que toi, tu es illustratrice. Moi, quand j'étais jeune, je voulais devenir auteur et illustrateur de bande dessinée. Finalement, j'y suis revenu 30 ans plus tard. Et moi qui connaissais rien aux ordinateurs, tu l'as dit, on est des petits joueurs, mais on fait la différence chacun à notre façon. Et comme travailleur autonome, je devais faire ma propre promotion. Alors je me suis initié moi-même au graphisme. Et dernièrement, je suis également devenu éditeur. Ça aussi, c'est un rêve d'enfance. Depuis 8 ans environ, outre l'écriture, je me spécialise dans la formation. Donc je donne des ateliers d'écriture aux enfants comme aux adultes et aux aînés. Et par le biais de Culture à l'école, je vais dans les écoles et j'offre des animations créatives. Ce qui fait qu'en 3 heures dans une classe, les enfants inventent une histoire pendant que le professeur prend des notes.
Ensuite, ils rédigent le texte en partie et ils font toutes les illustrations, ce qui me permet ensuite de monter l'album et de publier l'album. Donc je leur offre une expérience créative, quasi professionnelle d'édition. Hein, et c'est un peu ça que je fais présentement, outre l'écriture. Mais toi, Maryse, on m'a souvent posé la question, à savoir quelles sont les différences qui existent entre la littérature fantastique et la littérature fantasy. J'avoue que pour moi, ça a été flou longtemps. Alors, quelle serait ta définition, Maryse? C'est flou pour beaucoup de monde, effectivement. Puis c'est une question qu'on se pose parce qu'il y a différents types, médiéval fantastique, fantasy, dark fantasy. Bon, c'est quoi la définition? Donc, on pourrait dire que la fantaisie, on le met au féminin, la fantaisie, ça a été comme francisé, si on veut, et ça veut dire imaginaire en anglais. Donc, c'est de la littérature, c'est un genre d'écriture où c'est un monde où tout ce qui est magique, tout ce qui est différent, tout ce qui est merveilleux a sa place. Donc, c'est la normalité. C'est normal d'avoir des elfes, c'est normal d'avoir de la magie, c'est normal. Ça ne dérange pas les personnages parce qu'il arrive des choses bizarres quand on rentre dans la fantasy. Le fantastique, c'est l'inverse. C'est un monde réel, peu importe le monde. Ça peut être du fantastique de science-fiction, ça se passe dans une dystopie, c'est ailleurs. Le monde est très réel et très concret. Et tout ce qui est surnaturel, magique, intervient dans l'histoire. Et là, les personnages ne croient pas à la magie. Ou ils vont être surpris. Donc, on tombe dans le fantastique. Et c'est souvent dans le fantastique que l'élément déclencheur est un événement comme ça, magique. Autant dans la fantasy où les personnages, c'est très normal, ça fait partie de la vie. Donc, c'est la différence entre les deux. Quand on parle de médiéval fantastique, c'est qu'on vient situer l'histoire dans un temps précis, médiéval fantastique ou futur fantastique ou dystopie fantastique. Donc, c'est un mode fantastique. Médiéval, c'est le temps où ça se passe. On va dire fantastique parce que c'est des éléments qui viennent perturber le cours du temps. Moi, je suis plus dans la fantaisie, mais toi, je pense que tu es dans la fantaisie aussi. Je suis dans la fantaisie médiévale, comme tu disais. Donc, on peut se référer un peu comme au 12e, 13e siècle avec les romances courtoises, avec la chevalerie. Naturellement, pas d'électricité. On est dans l'époque où c'est qu'on voyage à cheval ou en carrosse, où les batailles se font encore à l'épée, se font encore avec des arcs et des flèches. Donc, il n'y a pas de pistolet à nulle part dans mon histoire. On est aussi à l'époque où c'est que si on veut communiquer avec quelqu'un d'un autre royaume ou même juste d'un autre village, il faut lui envoyer un messager. Fait que des fois, ça pourrait même arriver qu'on envoie une information, mais quand la personne la reçoit, ça a déjà eu lieu ou il est déjà trop tard. Fait qu'on est vraiment dans cet univers-là. Et pourquoi fantasy? C'est parce que le monde est créé complètement de toutes pièces. Donc, au départ, ma façon de créer un monde, c'est je m'étais fait une carte moi-même pour un peu situer en subdivisant mon royaume. Mais au fur et à mesure que mon personnage va voyager à travers ce royaume-là, elle découvrait certaines places, certains endroits. Je me rappelle, entre autres, que j'avais un endroit où il traversait puis elle arrivait dans une forêt. Sauf que dans mon histoire, finalement, elle devait parcourir une plaine et elle voyait la forêt au loin. Donc, ma carte s'est dessinée peu à peu. Si j'avais besoin d'enchanteresse qui était dans un plateau montagneux et difficile d'accès, j'arrangeais la carte en conséquence. Donc, mon univers s'est créé peu à peu. Toi, Frédéric, comment tu as créé ton univers ou tes univers? Bien, j'ai publié également une série qui ressemble un peu à la vôtre, qui se situe dans l'épique médiévale. Ça s'appelle Les Messagers de Gaïa, en 9 tomes, aux éditions Michel Quintin. Cependant, donc, pour mon dernier roman, publié aux éditions Acrinola, ça s'appelle Ma vie dans l'au-delà. Et donc, comme le titre le suggère, c'est un univers fantastique qui est un peu particulier, puisque mon personnage évolue dans l'au-delà, donc dans des mondes vibratoires différents. Alors, il n'y a pas de carte pour l'au-delà, il n'y a pas de vérité absolue non plus. Et par contre, dans la littérature ésotérique, il est habituellement admis qu'il existe 3 plans principaux. Dans l'au-delà, vous avez le bas astral, l'astral moyen et le haut astral. Et donc, c'est dans ces univers-là que évolue mon personnage.
D'habitude, on dit que quand on passe de vie à trépas, on se retrouve dans un plan vibratoire qui correspond à notre vibration, à nous. Et donc, cet univers-là m'a toujours intéressé, même quand j'étais jeune, sans doute parce que, il y a une raison précise, c'est que quand j'étais jeune, j'ai vécu une année dans une maison hantée. Pour de vrai, et puis il se passait des choses pas drôles du tout. Alors, ça a orienté vraiment mon écriture. Et d'ailleurs, il y a 30 ans, j'avais commencé à écrire des romans initiatiques qui n'ont jamais été publiés. Mais c'est toujours resté en moi parce que les questions fondamentales, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait là, où on va après, ça m'a toujours fasciné. Alors, pour la documentation, j'ai lu énormément de livres là-dessus, des auteurs qui avaient des choses intéressantes à dire. J'ai rencontré pas mal de gens aussi qui avaient vécu des choses peut-être traumatisantes aussi à ce niveau-là. Moi, j'ai toujours été intéressé plus par le côté lumineux que le côté obscur. C'est pour ça que dans Ma vie dans l'au-delà, j'ai commencé à écrire l'histoire d'un auteur de littérature fantastique américain très célèbre. Mais au lieu de raconter sa vie, je commence le roman le soir de sa mort. Et après, on le suit justement donc, dans les différents mondes de l'au-delà. Alors, et pour toi, Maryse, ton univers, tu dis que c'est épique. Alors, si tu pourrais le situer un peu pour nous, ça serait quoi? On pourrait dire que Cyrano, c'est dans la pure tradition médiévale fantastique, entre Le Seigneur des Anneaux, Trône de Fer, puis on peut mêler une partie de Donjons Dragons là-dedans. Donc, des aventures, des quêtes, des guerres, une poursuite d'un idéal aussi, beaucoup de collaboration entre les personnages. On parle de création d'univers parce que c'est le propre... je pense que c'est un de nos plus belles possibilités d'écrire en médiéval ou en fantasy ou en fantastique. C'est d'être capable de créer des univers différents, de se mettre dans la tête, de dire comment on fait pour bâtir un monde complet. On écrit sur ce qu'on connaît, on fait des recherches, on va aller voir, on va regarder des photos, on va visiter. Chaque chose, chaque place qu'on va voir va nous alimenter, va développer notre... tranquillement, comme toi, tu dis, tu fais ta carte. Lui, il a étudié les plans astral. La même chose pour moi, on a étudié la cartographie réelle de l'an 1000, parce que ça se passe à l'an 1000 en Scandinavie. Après ça, on déménage sur une île, un continent différent. Mais de savoir qu'à l'époque de l'an 1000, par exemple, les villages sur la carte, puis 200 ans plus tard, tu regardes une autre carte, le village est ailleurs. Tu dis, mais c'est le même nom. Et c'était normal, parce qu'à l'époque, les gens voyageaient, le village brûlait, les villageois se déplaçaient, s'en allaient ailleurs, et ils rebâtissaient leur village, et ils nommaient la même chose. Fait que la cartographe, sa carte était déplacée. Donc, on se base sur des faits réels, puis on se base sur le reste de notre imaginaire. Moi, je dis toujours que Dan Brown a réussi un grand coup de maître avec son Code da Vinci. Il a été capable de calquer tellement de réalité, puis de l'amener à la... de l'amener à la... Dans son histoire. Dans son histoire, oui, c'est ça. Il a été capable de joindre tous ces petits bouts, puis c'est devenu crédible, c'est devenu réel. Puis c'est ce qui nous a inspiré, nous autres, avec la série Cyrano. On va dire, on va rendre ça tellement bien imbriqué dans la réalité que les gens vont commencer à y croire, que les œufs de dragon sont réels, que la vie, c'est réel, et puis que finalement, ça va donner une crédibilité au monde. Puis c'est ce que tout le monde a fait pour que le lecteur embarque et dise, ça devient, c'est comme ça qu'on le fait. Fait que dans la création de ton univers, est-ce que tu avais pensé à aller ailleurs ailleurs que le médiéval fantastique? Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui t'intéressaient? C'est sûr que j'ai écrit d'autres sujets que j'ai pas publiés encore et tout, mais pour la création de cet univers-là, j'ai tellement lu sur ces romans-là. Moi, si je vois... les images nous attirent aussi beaucoup. Ouais. Donc, quand je vais dans une librairie, puis que je vois en partant une belle image qui attire, je vois un château, je vois un chevalier ou je vois une fille en grosse robe,
Ben déjà, en partant, là, c'est l'univers que je recherche, c'est l'univers que j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est sûr que je vais aller lire le résumé en arrière. Puis, si moindrement, il est capable de m'accrocher, je repars avec un livre, même si ce n'était pas prévu. Donc, je pense que toutes les histoires que j'ai lues, j'ai lu tellement sur le médiéval, sur le romantisme et tout, les guerres aussi, mais les guerres, comme je dis, un peu plus chevaleresques à quelque part. Donc, c'est la partie qui m'intéresse le plus et c'est ce que j'ai voulu transposer dans mon roman. Donc, dans ce roman-là, par exemple, même si je parle de 12e, 13e siècle, on ne peut pas vraiment s'y référer parce qu'on est complètement dans un autre monde. Donc, on ne peut pas se dire, Christophe Colomb, plus tard va arriver, ou Jésus. J'ai vraiment rien. Moi, on est vraiment dans un autre univers qui est créé complètement. Mais on va avoir une évolution. Fait que c'est sûr que dès le départ, il va y avoir des informations qui vont être données au lecteur pour pouvoir suivre au fur et à mesure de la lecture. Toi, Frédéric, j'imagine que vu qu'on est dans un univers qu'on ne connaît pas, tu dois déjà au départ un peu nous décrire tout cet univers-là que tu as construit. Ben, je ne le décris pas, je le montre et je le fais ressentir au lecteur à travers la narration. Il y a une polémique en littérature, c'est qu'est-ce qui est le plus important, l'histoire ou les personnages? Et là, dans ce roman-là, bon, il n'y a pas 36 personnages, c'est le personnage principal qui porte l'action. Et j'ai choisi une vision au jeu. Donc il y a plusieurs façons de raconter une histoire. On peut le raconter au il ou elle fait ça, ce qui nous permet d'être dans la tête de plusieurs personnages en même temps. Ou au contraire, de dire je porte le roman et j'écris au jeu. Dans les multiples romans que j'ai publiés, j'en ai publié peut-être une quarantaine avec une vision au il ou au elle. Et avec ce roman-là, je me suis incarné dans cet auteur célèbre qui décède un soir de Pâques lors d'une réunion familiale. Et il y a peu de projection. Tu voulais voir ce qui se passe de l'autre côté, je vais l'imaginer. Disons que je vais le voir un jour ou l'autre, ça nous prend tous au nez. Ouais. Alors, c'est sûr que c'est un univers complexe. Moi aussi, je me suis beaucoup documenté. Et contrairement à vous, où vous avez des bases réelles de médiéval, comme tu dis, Tricia, la façon dont les gens communiquaient ou se déplaçaient à l'époque, c'est réel, c'est vérifiable. Tandis que dans l'au-delà, c'est du domaine de la croyance ou de l'initiatique. Donc, moi, j'ai basé vraiment l'histoire. Chaque chapitre nous amène d'un point A à un point B. Et j'utilise ce que j'appelle la pyramide narrative, c'est-à-dire que dans chaque chapitre, vous avez à la fois action, tension, qui repose sur l'émotion. Donc, ces trois éléments sont présents dans chaque chapitre, et ce qui permet au lecteur de continuer à vouloir tourner les pages et à vouloir savoir ce que va devenir le personnage. Alors quand il décède, la première chose qui lui arrive, c'est que, il rencontre un être spirituel et il se dit mais tu es mon personnage principal, le personnage principal de ma série. Et lui il répond non, je suis ton guide et c'est moi qui t'ai inspiré ta série. C'est à partir de là déjà que ça commence son voyage dans l'au-delà. Alors, Marie, je crois qu'on arrive... Oui, on arrive à la pause. Donc, revenez nous voir dans quelques minutes. On va prendre une petite pause et ça va nous faire plaisir de vous revoir. De retour à l'émission Cause toujours, où aujourd'hui notre sujet est la littérature de l'imaginaire, un portail fantastique. Je suis toujours en compagnie de Frédéric Nanterny et de Maryse Pépin, où nous avons parlé un petit peu plus tôt de nos univers fantastiques. Maintenant, nous allons parler un petit peu de l'évolution de nos personnages. Donc, pour qu'un univers soit crédible pour un lecteur, on est obligé de mettre un certain système social en place, quelques règles de gouvernance. On a le droit d'innover, on a le droit d'amener des changements en autant qu'on explique les différences à nos lecteurs pour qu'ils puissent suivre notre évolution. Donc, je crois que de ton côté, Frédéric, tu as mis un univers là, en place avec certaines évolutions à travers de ton univers. Bien, comme je le disais tout à l'heure, l'univers astral est assez particulier, vu que si on suit la littérature ésotérique,
la plupart des gens retrouvent dans l'astral ce qu'ils pensent y retrouver. Comme quelqu'un qui est persuadé qu'il va dormir pendant des siècles, eh ben, c'est ce qui risque de lui arriver. Hein. Sauf qu'à un moment donné, il va trouver ça long. Hein. Puis il va se réveiller, puis il va dire qu'est-ce qui se passe. Et là, il va découvrir le véritable monde de l'astral qui se structure, comme je disais, en plusieurs niveaux. Et pour ce qui est de mon personnage, lui, quand il décède, c'est ça, il rencontre son guide spirituel et il reconnaît là son personnage principal. Et donc, il va être déstabilisé, il va le suivre. Et souvent, ce qui arrive, d'après ce que j'ai lu en tout cas, puisque personne n'y est vraiment allé, hein, pas encore, ou on y a été, mais on ne s'en souvient plus, c'est que apparemment, ce que j'ai lu et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que beaucoup de décédés trouvent intéressant d'assister à l'ouverture de leur testament. Et donc, ils sont présents dans leur corps énergétique, dans le bureau du notaire, et là, ils assistent à la lecture. C'est ce que fait mon personnage. Donc, il y a les membres de sa famille qui sont là, et c'est là qu'il a un deuxième choc, c'est qu'il apprend que sa femme avait une liaison. Hein. On peut dire que... rebondissement voilà, il faut toujours des rebondissements à la fin de chaque chapitre. Hein, justement, on dit en narratologie qu'il faut entrer rapidement dans un chapitre, et il faut en sortir aussi rapidement, pour laisser au lecteur une saveur d'inachevé, pour l'amener justement à continuer sa lecture. Parce que ce que l'on veut, nous, en tant qu'auteur, c'est qu'il ne lâche pas notre livre. Hein, et c'est pour ça que de rebondissement en rebondissement, on fait évoluer nos personnages comme ça. Alors, et toi, Maryse, tes personnages, quels sont-ils? Nous, on est basé sur le Viking, mais avant, je veux te poser une question. On parle de structure sociale. Dans l'au-delà, c'est qui le boss? Est-ce que le Dieu universel existe? Est-ce que ton personnage va le rencontrer? Bonne question. Hein. C'est vrai que dans le monde physique, il y a toujours un boss quelque part. Là. Ouais. Mais dans l'univers astral, non, il n'y a pas vraiment de boss. Je veux dire, il y a différents plans, effectivement. Il est certain qu'il y a des plans très sombres. Hein, et là, il peut y avoir des structures qui ressemblent à ce que l'on a connu sur Terre. Mais plus on s'élève, plus il y a une liberté de penser. Et il y a, par exemple, mon personnage va effectivement visiter une cité céleste qui s'appelle Argentis. Et là, il se rend compte que chacun fait un peu ce qu'il veut, mais dans le respect de soi-même et des autres. Donc plus on s'élève... Tu as parlé de guides spirituels. Est-ce qu'il y a des anges, les anges gardiens, est-ce que tous ces personnages qui sont comme un niveau... Une coche au-dessus. Hein. Ouais, je pense que chaque personne retrouve dans l'au-delà ce qu'il croit. Alors si quelqu'un croit aux anges, il va se retrouver dans un lieu où il y a plein d'anges. Hein. Ah oui. Exactement. Et c'est pour ça qu'on dit que sur Terre, c'est une dimension de dualité. Et c'est là qu'on peut réellement apprendre, parce qu'on est confronté à des gens qui sont différents de nous. Dans l'au-delà, apparemment, on se retrouve dans des plans dimensionnels avec des gens qui nous ressemblent. Donc la dualité n'est plus possible et tout le monde s'entend les uns avec les autres. C'est une ère de paix et de repos peut-être entre deux vies. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'on appelle le paradis. Exactement. Si c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite un peu. Hein. Donc, dans ton univers à toi? Oui, c'est Raoult, ça se passe, on l'a dit tantôt, sur la Scandinavie, qui est, en fait, c'est des Vikings qui ont migré dans une colonie sur un autre continent. Mais chez nous, on a eu envie, Martial et moi, de casser la règle parce que les Vikings étaient des envahisseurs en Angleterre à l'époque. Les Celtes qui étaient en place, les Druides avaient de la connaissance et c'était la guerre entre les deux. Les Druides étaient très pacifiques et les autres, c'était des guerriers. En fait, les Vikings, si on juste un aparté au niveau historique, 70% des Vikings, bon, ils ne s'appelaient pas Vikings d'ailleurs, c'était des Danois, c'était des fermiers. Il y avait toujours dans les villages quelques têtes brûlées qui, comme c'était le troisième ou le quatrième fils, n'aurait jamais hérité de la terre du père, devaient quitter pour aller chercher des nouveaux territoires. Donc, c'est des aventuriers, oui, pour le pillage, pour l'argent, mais aussi pour le côté colonisateur, s'installer ailleurs et faire autre chose. Donc, on se base là-dessus. Donc, nos Vikings rencontrent des druides et ils s'aperçoivent que les druides sont sages. Ils ont la magie.
ce qui est un atout assez puissant. Donc, les magiciens, les mages et les druides vont devenir les chefs de notre communauté. Et tous les gens, tous les autres, on va suivre ces chefs spirituels parce qu'ils ont de bons conseils et tout. Donc, on devient des guerriers. Au centre de l'enjeu de notre monde, c'est qu'il y a une source de magie qui est cachée, qui est secrète, et les druides sont au courant. Donc, nos druides doivent protéger la source de magie et on entraîne des jeunes, des gardiens, pour protéger la zone. Donc, tout le monde a une place à prendre dans la société. On a tous un rôle. Autant le boulanger va faire du pain que le guerrier va guerroyer, va faire la protection. Autant le druide, c'est la sagesse. On va avoir les archers. Donc, des castes des jeux. Comme on est basé sur le jeu de rôle, c'était un peu ça. Une caste de guerriers, une caste d'érudits, une caste des éclaireurs. Donc, ça prend un de chaque pour faire des bonnes équipes, pour pouvoir se promener puis partir à l'aventure. Quand on dit qu'on est à mi-chemin dans le Donjons et Dragons, dans le jeu de table, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Exact. Et chaque personnage apporte quelque chose à l'autre selon ses capacités. Donc, si dans notre univers, on calque quand même nos règles de société sur ce qu'on connaît, on va aller plus loin. C'est sûr qu'il va y avoir des guerres de pouvoir, des guerres entre les druides eux-mêmes. Chaque territoire va vouloir plus large, des guerres. On a des voisins qui sont des géants de pierre, on a des orques qui sont moins évolués. Leur côté, ils ne sont pas moins intelligents, mais leur structure sociale est plus brute. Donc, c'est plus... l'harmonie il y a plus de dualité, si on veut. Complètement l'opposé du roman de la dualité ressort l'action. Oui, et parce l'attention. Que sans ça, l'histoire va être calme. Et un roman pour t'endormir, c'est pas... J'imagine que dans ton monde, il va y avoir des bouts, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Donc, Tricia, toi... Comment ça se passe au niveau des structures sociales? Quelles règles t'as établies et qu'est-ce que tu as cassé? Bien, on l'amène un peu au système féodal, donc vraiment un peu le même principe, le médiéval. Fait qu'on a un roi, sauf que le petit problème, c'est que le dernier roi a eu lieu il y a 200 ans. Donc là, ça fait 200 ans qu'on n'a plus de roi dans le royaume. Ce qui s'est passé, c'est que lui, le dernier roi, à la fin, n'a pas voulu créer de chicane auprès de ses enfants. Donc, il a subdivisé le royaume en 5 territoires, 5 seigneuries. Donc, chacun va avoir, avec les descendants, on a nos 5 seigneuries du royaume. Mais c'est Charlemagne qui a fait ça pour de vrai, hein? Oh. Historique. Donc, c'est bon. Fait que dans le fond, comme les enchantresses, ben ce sont les descendantes d'une de ses filles au dernier roi. Okay. Et bon, fait que chaque territoire va avoir son propre système, leurs propres besoins aussi, et malheureusement leur propre malédiction dans chacune de leurs contrées. Et ils se font attaquer par le sud. Et là, les 5 dirigeants doivent se concerter pour pouvoir, parce que vu qu'ils n'ont plus de roi, il n'y a plus une seule personne qui peut prendre la parole et prendre la décision pour, mettons, les sauver. Donc, ils doivent se concerter, les 5 ensemble, sauf que naturellement, chacun a des besoins différents, chacun ne veut pas lâcher du lest. Les enchantresses qui sont dans une région montagneuse et inatteignable, pour eux, les attaques sont moins importantes que le petit seigneur qui est complètement au sud et qui subit les attaques constantes et qui veut faire évoluer les choses. Mais chacun, à tour de rôle, veulent tirer un peu la couverte de leur côté parce que chacun veut devenir roi pour pouvoir enfin prendre les décisions. Et bon, donc on est plus dans ce système-là. Et à travers tout ça, on va avoir le personnage qui va chercher à essayer de faire des compromis entre chacun des royaumes, puis faire des offres, l'offre de telle seigneuresse à tel seigneur et se promener. Donc, on se promène à travers les différentes seigneuries. Donc, c'est ce qui se passe au niveau là, de la gouvernance. Au niveau aussi de la seigneurie centrale sur laquelle nous, on commence, dans le fond, on est à Valois, on est dans le territoire qui se fait toujours attaquer par le sud. Donc, on est vraiment dans le territoire où c'est qu'on a l'armée qui va protéger et tout. On va avoir le personnage qui va vouloir évoluer à travers tout ça. Et ils vont avoir différentes... On va être dans un système très...
où les hommes font partie de l'armée et certaines femmes ont acquis quelques pouvoirs. Certaines femmes vont avoir acquis aussi un petit peu d'héroïsme, un petit peu de renom. Et notre personnage veut faire comme les autres. Elle veut aller plus loin. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va aller chercher là, à travers le système là, de gouvernance. Mais on sait aussi à travers tout ça, une fois qu'on a établi notre royaume, une fois qu'on établit certaines règles, on a notre personnage qui maintenant peut évoluer à travers tout ça. Une fois qu'on sait où c'est qu'on s'en va, là, on peut se dire maintenant, nos personnages, ça peut être le personnage principal, mais ça peut être les autres personnages aussi, vont évoluer à travers tout ça. Et je crois, toi, Frédéric, ton personnage a vécu quelque chose quand même d'assez terrible qui va aller chercher... En partant, mourir est une chose assez terrible. Hein. Ça arrive malheureusement radical. à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Exactement, comme je dis, tôt ou tard, on va en faire l'expérience. Oui. Alors, oui, le personnage est important, hein, ou le groupe de personnages sur lequel repose l'action est important. Il y a en narratologie la courbe narrative du personnage ou la ligne du temps. Hein. Je sais que toi, Maryse, tu travailles beaucoup la ligne du temps de ton personnage. Ouais. Il faut que le personnage ait créé un lien d'identification émotionnelle avec le lecteur. Ça, c'est un fait fondamental quand on écrit. Il faut savoir, en tant qu'auteur, comment on arrive à créer ce lien. Une fois que c'est fait, le lecteur va vouloir découvrir le personnage, peu importe, toi c'est un personnage féminin, hein, Oui. je pense, qui va vouloir découvrir et puis aller vers une expérience romanesque aussi, je crois. Elle veut se dépasser, il y a un côté initiatique. Dans le personnage, dans le roman que j'ai écrit, Ma vie dans l'au-delà, Jonathan Appleton, donc en premier lieu, lui, eh bien, il va aller dans une zone de l'astral qu'il recrée complètement, comme une sorte de paradis, mais juste pour lui. Et comme c'est un auteur et qu'il est très déterminé, qu'il aime faire ce qu'il fait, il va continuer à faire après sa mort ce qu'il faisait pendant sa vie, c'est-à-dire continuer à écrire. Dans un monde idéal. Et oui, hein, on est tellement possédé par ce que l'on aime. Puis à un moment donné, il va souffrir de solitude. Et c'est là que son guide va revenir le trouver et lui dire, mais tu vois, il va lui dire, même tu le ressens, tes enfants que tu as laissés sur Terre, eux ont mal vécu ton départ. Ta fille qui se droguait est devenue danseuse, ouais, et puis ton fils est en dépression et tout. Et c'est là que son guide va lui enseigner à entrer dans les rêves de ses proches. Hein. Et c'est là que il va devenir guide lui-même, finalement. Il va devenir un ange gardien pour les membres de sa famille. Il va accepter cette mission-là. Et avec son guide, il va avoir un sauf-conduit pour redescendre au niveau vibratoire tridimensionnel avec son corps de lumière. Et il va pouvoir rentrer dans les rêves donc, de ses enfants pour essayer de les comprendre et essayer de leur envoyer des messages, hein, sous forme d'images, sous forme de rêves même. Et il va également entrer dans les rêves de sa femme. Et il va découvrir à ce moment-là que l'amant de sa femme, c'est quelqu'un que lui-même a connu dans d'autres vies. Et ils sont très amis. Et il va découvrir cette grande vérité qui est que beaucoup des gens que l'on côtoie et avec lesquels on a un lien très fort dans notre vie font en quelque sorte partie de notre famille d'âme. Et Jonathan va aller donc à Argentis, la cité céleste. Il va visiter le temple de cette famille d'âme. Et il va par la suite accepter la mission suivante, c'est que sa fille va tomber enceinte. Et il va devoir accompagner l'âme de son futur petit-fils pendant les 9 mois de la grossesse. Oh, wow. Donc il y a un jeu constant entre les liens entre les personnages au niveau physique et également ce que lui-même doit vivre dans l'au-delà, car il subsiste en lui des zones d'ombre. Et par exemple, il était en guerre un peu contre son père et sa mère, et ce qui va l'amener dans des zones d'ombre. Hein, il va devoir faire des pardons, des lâcher-prises. Alors, c'est ça qui est intéressant avec l'arc narratif d'un personnage, c'est que le personnage commence, il est comme ci et comme ça, et les aventures, les épreuves qu'il subit vont le transformer, et quelque part, c'est un point de suspense important pour le lecteur. C'est ce que nous, on parle de ligne de temps. Exactement. Il y a le codex des personnages, où chaque personnage on va le réfléchir, de dire... C'est l'arc
de vie de son personnage. On le prend du point A, c'est un étudiant, c'est un enfant, il va évoluer, il va grandir et à telle période de sa vie, il va vivre telle chose pour l'amener à un point B. Donc, plus on a de personnages, plus le codex est épais. Et nous, il y a 10 dragons, il y a 3 aventuriers, 3 jeunes qui vont faire leurs aventures. Donc, on les a pris à différents niveaux, bons, moyens, complètement démunis dans sa technique, jusqu'à l'amener. Donc, ça, c'est le codex des personnages. La ligne du temps, c'est c'est un graphique où tu mets chaque personnage et là, ils vont se croiser à quel moment. Donc, si on sait qu'on doit se voir, on doit se croiser dans la forêt le 4 de mars, bon, ben le 4 de mars, tes 2 personnages doivent arriver au moins une fois. Ils doivent arriver. Oui. S'ils partent de 2 points différents, ils doivent arriver là et c'est la ligne du temps. Donc, ça permet de faire tous tes croisements et pas de l'oublier parce que il n'y a rien de plus incohérent dans un roman que d'oublier des points, puis de lui donner des objets, puis de jamais s'en servir. Donc, rester cohérent. Donc, nous, on écrit à 4 mains, moi et Martial, donc beaucoup de discussions. Beaucoup d'arguments. Le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est de faire avancer l'histoire puis de faire passer un bon moment à nos personnages. Est-ce que tu as fait un codex de tes personnages quand tu as commencé à écrire? Pas nécessairement un codex, mais oui, c'est sûr que j'ai le personnage central qui va évoluer, qui est une femme, en fait, qui est une femme avec un certain pouvoir, qui vient de naissance quand même assez élevée parce qu'elle vient d'un vom et d'une femme. Donc, certaines personnes avec un pouvoir magique. Et elle va évoluer à travers tout ça parce que ce qu'on attend de ces femmes-là, dans le fond, c'est uniquement la procréation parce qu'il y a une malédiction dans leur territoire et elles ne peuvent qu'avoir qu'un seul enfant. Donc, on va imposer à ce que chacune de ces femmes avec un pouvoir magique se marie avec un autre homme, un homme, et qu'ils aient un enfant. Sauf qu'elle, ce n'est pas ce qu'elle veut. Elle veut vraiment sortir un petit peu comme du contexte et ce qu'elle veut, c'est rentrer dans l'armée. Elle veut vivre des aventures et elle va en vivre peut-être un petit peu plus que ce qu'elle s'attendait finalement, pas toujours dans la même réussite, mais bref, on est dans l'histoire, on est au jeu, donc on vit vraiment ce qu'elle ressent, le personnage, sauf qu'au fur et à mesure, on va quand même découvrir quelquefois ce que les autres vont penser, donc un petit côté un petit peu inédit à l'occasion. Oui, mais on est vraiment, là, je vous dirais qu'on est dans le 95% jeu, puis un petit 5% où c'est que des fois, on va voir à l'arrière. Donc, ceci va clore la deuxième partie qui était l'évolution de nos personnages. Nous allons revenir tout de suite après cette pause pour une troisième partie des bienfaits de l'imaginaire et du fantastique. Bon, ben, nous sommes de retour à l'émission Pause Toujours avec Maryse Pépin et Tricia Lauzon. Alors, nous parlions tout à l'heure de la courbe narrative de nos personnages et des différentes péripéties qui doivent jalonner nos différents univers. Il y a un aspect intéressant dans la littérature fantastique, en fait dans toutes les littératures, mais la littérature fantastique se prête davantage à ça peut-être, c'est les initiations cachées que l'on peut mettre dans nos romans. Alors, je ne sais pas, par le parcours du personnage, le personnage peut apprendre des choses, enseigner des choses. Toi, Maryse, t'es dragonnier, est-ce qu'il y a cet aspect-là présent dans notre univers? Oui, et c'était absolument pas prévu. Tout a commencé, comme on est des joueurs grandeur nature, donc on se costume, on incarne nos personnages, on a déjà une idée, il y a beaucoup d'improvisation. Martial est un artisan de cuir et puis il fait des accessoires, des ceintures et tout. Bon, il a commencé à faire des bourses en cuir, on mettait un œuf dedans. C'est quoi? C'est un œuf de dragon, ok. Ça sert à quoi dans le jeu? Ça te donne une force selon la couleur, tu as une force différente. Donc tu as un œuf de courage, un œuf de l'artiste, un œuf pour l'harmonie et tout. Bon, ça a commencé par le jeu. Ensuite, on a créé l'univers pour raconter, parce qu'on raconte, on est des bons conteurs à travers, à travers le jeu. Donc, on raconte et les gens ont commencé. Quand on a eu 500-600 dragonniers, œufs vendus, les gens ont commencé à nous dire on aimerait savoir dans quel univers les détails de votre monde, parce que je veux savoir à quoi ça sert, je veux savoir comment servir, bon,
puis pour le jeu et tout. Fait qu'on a commencé à écrire les romans, et c'est comme ça que les premiers romans sont nés. Donc, c'est la première série, c'est vraiment adulte, où les jeunes font des quêtes et vont devenir dragonniers, vont adopter un œuf de dragon, ils vont recevoir le pouvoir magique de leur dragon et ils repartent à l'aventure. Là, les jeunes ados ont commencé à venir nous voir, et ont dit « Ah, on veut rentrer dans votre monde, mais c'est trop épais comme brique, on leur a fait une préquelle, les futurs gardiens. » Donc, c'est les mêmes personnages, mais 3 ans plus jeunes. Donc, on a fait une série pour les ados. Le frère qui vient avant, ou la petite sœur, dit « Ouais, mais c'est encore trop épais, on leur a fait une préquelle d'une préquelle. » Donc, c'est une grande histoire qui se lit en escalier. Papa, maman vont lire ça, grand frère et tout et tout. Et puis là, on avait les petits qui venaient nous voir, puis il dit « Moi aussi, je veux un œuf de dragon. » Ah ouais? Mais vous savez, depuis que j'ai mon œuf de dragon, le rose, par exemple, ben, j'ai mes colères. Depuis que j'ai mon objet magique, pour de vrai. Là, c'est regarder, il va dire, OK, on est sorti du jeu, on est sorti des livres, on est rendu dans la psychologie. Donc, c'est le même principe qu'une doudou. Le côté réconfortant, l'œuf de dragon sert de réconfort. Donc, on a écrit une série qui s'appelle Les Dragonniers pour expliquer aux tout-petits comment utiliser l'œuf dans la vraie vie. Donc, le côté leçon, c'est comme imposer tranquillement, puis au fur et à mesure qu'on avance les grandes séries, on réintroduit ces concepts-là parce que c'était comme pas prévu. Donc, ça s'est comme introduit tranquillement et là, c'est vraiment plus flagrant, le côté... le courage, celui qui a le dragon bleu, c'est pour mieux parler, c'est pas pour rien que je l'ai apporté. C'est le côté confiance en soi. L'autre, il va faire de la scène, il va se mettre à chanter, il va très très bien chanter. Ah, je suis donc bon. Mais non, c'est pas toi, c'est ton dragon. C'est son énergie que tu reçois. Donc c'est le côté philosophie, puis le côté l'axe très travail d'équipe. Bon, comme le jeu de rôle, c'est du travail d'équipe, on doit faire avancer une quête, chacun a quelque chose à faire et que chacun doit bien le faire. Donc, on doit faire confiance à nos coéquipiers pour le faire. Donc, les œufs sont là pour ça. C'était le côté, psychologie qui est apparu tranquillement au fur et à mesure de la série. Tantôt, tu parlais, par exemple, Maryse, que vous travaillez à 4 mains. Oui. Puis, je voulais te revenir avec ça. Ouais. Est-ce que 4 mains pour un même livre ou 4 mains parce que vous êtes dans le même univers, mais chacun vous écrivez séparément votre livre? On écrit 4 mains sur chaque livre. Sur chaque livre. Fait que vous devez avancer l'histoire ensemble au fur et à mesure? Oui, puis non. Dans le fond, comme on a un monde qui nous appartient à deux, on l'a alimenté. On devrait mettre une caverne là parce que j'ai fait la carte. On devrait faire ça de même. Puis lui, Martial est plus stratégique, est plus déplacer les armées, voir les traîtres, le côté stratégie. Moi, j'écris plus féminin, puis c'est parfait par ces deux plumes qui se complètent. Tout le côté émotif, tout le côté ressentiment, le côté social. Moi, je m'intéresse beaucoup à la géopolitique, donc je vais insérer cette partie-là. On va établir l'histoire d'un livre, puis un de nous deux va prendre la direction le lead du livre. Donc, c'est Martial qui va faire le premier jet. À partir de ce qu'on s'est dit, il va faire le premier jet d'écriture. Moi, je vais faire la deuxième, la relecture, et je vais ajouter mes éléments parce qu'il va me dire, cette scène-là, manque quelque chose. Elle me dit rien, écris-la. Fait que je vais rentrer, puis je vais compléter, puis je dis, est-ce que le personnage se bat de telle façon, il donne un coup fort sur le bouclier, OK, moi je dois décrire le retour, bien fort comment? C'était un peu fort, un gros fort, le retour ne sera pas la même chose, l'intensité. Donc, les séries d'aventure, les gros livres, c'est Martial. Moi, j'ai toutes les séries jeunesse. Psychologie, petite jeunesse, bon, c'est peut-être mon côté maman, c'est peut-être probablement mon côté maman, finalement. C'est mon côté social, c'est mon côté missionnaire. On a une mission en Haïti, ça fait partie de moi. Mais chaque livre, on l'écrit ensemble. Donc, le premier jet, c'est un autre. C'est un ou l'autre, mais on argumente.
Et je vous dis qu'on argumente. Parce que c'est pas une question d'avoir raison, c'est une question si tu mets telle chose, il y a une raison. Puis si c'est pas utile à l'histoire, ne le mettez pas. On l'enlève. On l'enlève. Cette phrase-là, tu sais, bonjour, salut, il fait beau, ouais, on va-tu à telle place? Non. Allô, on s'en va. Laisse faire les paragraphes, les super dialogues. Va vite. L'écriture a changé. Va à l'essentiel. On lit Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Quelqu'un qui lit ça. C'est long, c'est ardu. C'est le fun des descriptions, mais on dirait que ça avance pas. Mais c'était le style d'écriture de l'époque. Aujourd'hui, on parle vite. On écrit vite. Et on veut que les gens, la première scène, on rentre dans l'action tout de suite, pas d'une longue introduction. Non, il se passe comme un film. C'est le même. On écrit comme on scénarise. De toute façon, c'est la voie privilégiée des auteurs d'aujourd'hui. C'est d'écrire comme si un scénariste nous lisait, et disait, oh, on va faire un Netflix avec. C'est de dire, OK, il faut que la personne tout de suite le voit. Puis pourquoi il y a tant de BD, de bandes dessinées qui sont mis à l'écran? Ils sont déjà scénarisés. C'est déjà la base. Mais un bon livre avec une bonne description, avec une bonne trame, ça fait des bons films aussi. Un jour, ça sera. On se le souhaite à tous. On se le souhaite, effectivement. Fait qu'on parlait de message, puis de psychologie, puis de philosophie. As-tu caché ça quelque part dans ton histoire? Dans le fond, c'est pas aussi psychologique. C'est juste que quand je commence à écrire, je vais aller chercher un peu c'est quoi l'objectif, c'est quoi la trame, tu sais, pourquoi je veux écrire, dans le fond, là. Comme dans l'histoire de Kathleen, moi, ce que je voulais amener, c'était, bon, une évolution amoureuse, mais c'était d'amener le principe, un peu avec notre société actuelle. C'est pas le premier homme qu'on voit, qu'on va tomber en amour, qu'on va l'épouser, et c'est le bon, et voilà, tout le monde, c'est comme ça, tu sais. Non, malheureusement, ce n'est plus ça. Est-ce que ça l'a déjà été? Donc, ce que j'ai voulu amener, c'est... Et pourtant, ce que j'ai voulu amener, c'est que le personnage, quand elle voit son premier amour, elle tombe en amour. Mais quand elle va en voir un autre, elle va tomber en amour et ça va être lui le bon. C'est la vie. Jusqu'à ce que on en voit peut-être un troisième qui peut-être celui-là sera le bon. Et naturellement, quand on tombe sur le bon, on est sûr que c'est le bon. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais amener du côté amoureux. Donc, ce que je me plais à dire avec le roman, c'est que vous ne saurez pas avec qui elle va terminer tant qu'elle n'aura pas fait son choix. Donc, c'est pas le genre de roman que dès le chapitre 1, on sait que, les deux personnages vont finir ensemble. Non, on ne le sait pas. Donc, elle va évoluer à travers tout ça. Et même chose concernant maintenant sa mission, donc que ce soit le fameux pouvoir, comme je vous disais, qu'il n'y avait pas de roi. Donc là, qui va diriger et tout. Donc, il n'y avait pas de mission première. Elle devait uniquement protéger une seigneuresse, mais pour la protéger, elle doit aller dans un autre territoire et elle va découvrir qu'eux autres aussi ont besoin de protection, mais différemment. Puis un autre territoire a également besoin de protection, mais d'une autre façon aussi. Donc, à travers tout ça, elle va évoluer et sa quête va évoluer en même temps. Et elle est tellement déterminée, elle est tellement persévérante à travers tout ça, parce que malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme elle le voudrait et comme elle le souhaite. Certaines missions abordent avant même de commencer. Donc, mais elle est persévérante, puis elle continue, puis elle y croit tellement que les gens autour d'elle croient en elle, puis croient en sa mission, puis veulent aussi apporter leur part, puis veulent aussi sauver leur royaume. Donc, on a un peu ce côté-là là, qu'on va suivre. En fait, tu as un message féministe à travers oui. Ton héroïne. Elle est capable, puis elle va le faire. Elle est bonne, elle est forte, puis elle est capable, puis elle est belle en plus. On a une héroïne aussi comme ça, parce que c'était important de donner un beau message, un beau modèle féminin. Ouais. Des petites filles qui lisent le fantasy, il y en a de plus en plus. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a de plus en plus, parce que c'est surtout un genre littéraire qui attirait les garçons. Et puis les jeunes filles qui lisent vont se retrouver dans le côté fort de la femme, le côté fragile aussi. Hein? Nos personnages, il faut qu'ils soient humains. S'ils sont trop super parfaits... Exactement. Si on les réponse à tout, on s'entend que c'est faut qu'il y ait un mélange. Et un roman, avant tout, doit être une aventure émotionnelle offerte au lecteur. Et je vous ai beaucoup entendu parler, on a beaucoup parlé de la structure, de l'univers et tout. Tricia, tu as amené le côté romanesque, amoureux. Hein? Y a-t-il des histoires d'amour dans ton univers? Pas vraiment.
Pas vraiment. Pas vraiment, parce que le premier livre a été guidé par Martial. Et puis, Martial, c'est un gars d'action, et il voulait de l'aventure, et d'une quête, et il partait à l'aventure. Donc, l'amour, c'est de l'amour paternel, de l'amour filial. Il va y avoir des liens très, très forts au niveau de l'amitié. On sent un peu, mais pas vraiment de romance, vraiment. C'est sûr qu'il y a des couples qui s'aiment beaucoup, mais pas dans nos personnages principaux. On a trop de choses à faire. Il n'y a pas de sensualité alors dans ton univers. Non, on écrit jeunesse, jeune jeunesse. C'est pour pas, tes romans adultes. Pour le roman adulte et la sexualité, pas vraiment. La sensualité, un peu. Okay. On va plus aller dans le côté combat épique, un combat acharné, vraiment rude. C'est le côté plus adulte de l'histoire. Et puis, il y avait un aspect très important aussi qu'on n'a pas abordé, mais la littérature fantastique se prête comme les autres littératures. En fait, quelle serait pour vous l'utilité de la littérature fantastique dans le quotidien du lecteur? Qu'est-ce que vous lui apportez? Je sais que, Tricia, tu as amené ton héroïne la confiance, la détermination. Quelle serait l'utilité pour le lecteur au niveau de ton univers, Maryse? On sait... on a vu le côté psychologique qui s'est imposé un peu. On parlait de jeux de rôle dans ton cas. Oui, on parle de jeux de rôle. Donc, pour les enfants autistes, je crois. Oui. Dans le fond, ça s'est basé à partir du jeu de rôle. On sait que le D&D a beaucoup évolué. Dans les années 80, c'était surtout des garçons, des gars allaient se cacher, entre autres, Martial, mon mari, il allait se cacher dans le sous-sol avec ses amis, puis ses chums, puis des chips, puis de la liqueur, puis ça jouait à donjon. Et là, c'était satanique, c'était les jeux qui amenaient le suicide et tout et tout. Ça avait fait une grosse polémique à l'époque. Ça a évolué, ils ont démontré que c'était peut-être pas ça. Et aujourd'hui, les psychologues vont dire le jeu de rôle est bon parce que les jeunes vont s'identifier à un groupe. Ils vont s'identifier à des coéquipiers. Ils vont aller chercher dans leur jeu, dans leurs joueurs, un soutien émotionnel, un soutien physique. Ça donne des repères. Il y a beaucoup d'adultes aujourd'hui qui jouaient à Donjons Dragons ou à des jeux de rôle. On pense à Magic, on pense à... Il n'y a pas juste Donjons, là, il y en a d'autres. Ça a créé toute une génération d'auteurs, d'écrivains, qui écrivent sous cette espèce de philosophie où on doit intéresser nos joueurs au jeu et on doit préparer le jeu, donc on doit intéresser le lecteur à notre histoire et on doit faire avancer l'histoire à travers ça et leur donner du pouvoir dans la narration. Donc, que nos personnages, c'est pas juste des pions qu'on déplace, ils peuvent alterner. Plus proche de nous, plus proche de moi, mon fils aîné est autiste. Aujourd'hui, il a 23 ans, fonctionne très bien, il travaille en informatique, on est très content. Mais le jeu de rôle, ça l'a un peu sauvé. Puis quand je lisais là-dessus, puis je disais, ah oui, c'est vrai. Puis je cherchais le pourquoi. Pourquoi le jeu de rôle a aidé mon fils à sortir de sa bulle, parce que l'autiste a de la misère à communiquer. Donc, le jeu de table permet, dans un univers contrôlé, parce que c'est une histoire installée, ça permet d'incarner un personnage, et c'est pas toi qui fait les choses, c'est ton personnage. Comme l'autiste, en moyenne, la plupart des autistes, en fait, on ne se donne pas le droit à l'erreur. Ils veulent être parfaits parce que c'est l'image, c'est important pour eux. Donc, plutôt que de faire quelque chose et d'être imparfait, ils préfèrent ne pas le faire. Donc, le personnage, le jeu, lui permet d'incarner un personnage. Alors, c'est pas moi qui l'a fait, c'est lui. Donc, s'il est très impulsif, puis il décide de foncer dans le tas, puis d'aller se battre tout seul contre toutes les orques, bien, il y a des conséquences. Il a perdu ses points de vie, il doit être soigné par le soigneur et tout et tout. Et là, il vit avec les conséquences de son action. Et là, les coéquipiers vont dire, ben là, tu aurais pu nous attendre, on s'en venait, tu as été trop vite. Je vous jure que la fois d'après, il pensait deux fois. Il fait plus attention. Avant de lancer les dés, il va dire, qu'est-ce que tu en penses? J'imagine que déjà toi aussi. Le côté Donc, il y a un côté très thérapeutique, quelque part, que tu proposes dans ton univers. Oui, ben c'est un peu...
comme c'est un dérivé du jeu de rôle, dans le livre d'action, c'est comme ça. Et pour toi, Tricia, est-ce qu'il y a un aspect... Moi, je dirais que c'est vraiment plus de s'évader. Je trouve qu'on vit dans une société où c'est que tout est question de performance, tout est question de temps, de rapidité. Même si on veut juste, ne serait-ce que jouer sur nos petits téléphones à des jeux, il faut battre des records, il faut avancer rapidement au niveau suivant. Moi, tout ce que je voulais, c'est faire découvrir un univers où qu'on aimerait tant être le héros. Qui n'a pas rêvé d'être l'élu magique d'une prophétie? Donc, c'était simplement de s'évader. Mais j'imagine que toi, dans ton livre, par exemple, Frédéric, il doit avoir vraiment une belle partie thérapeutique, là. Bien, dans chaque chapitre ou presque, je ne l'avais pas conçu comme ça au départ, mais je me rends compte qu'effectivement, il y a des initiations, que l'on veuille ou non, parce que le personnage découvre, par les lâcher-prises qu'il fait, les acceptations, les pardons, ça fait partie du cheminement du deuil. Je pense aussi que quelque part, chaque roman est une énergie, véhicule une énergie. Moi, j'ai été libraire longtemps et je peux vous dire que quand un lecteur arrive près d'une section et qu'il prend un livre, quelque part, je pense qu'il ressent si ce livre contient des éléments qui vont lui apporter quelque chose au niveau même thérapeutique. Je pense par exemple s'il y a un personnage subit un viol ou quoi, et a des séquelles de cela, eh bien, la façon dont le personnage va passer à travers ces épreuves-là peut inspirer le lecteur et pour lui donner des idées. Donc je pense que chaque roman, peu importe que ce soit littérature fantastique ou autre, peut amener cet élément thérapeutique qui est important. Dans mon roman, on parlait d'histoire d'amour. Je peux vous dire que le personnage aussi tombe amoureux à un moment donné d'une âme très évoluée. Cependant, elle apparaît, elle disparaît, il se pose des questions. Est-ce qu'elle vit dans un plan dimensionnel très élevé ou est-elle encore incarnée sur Terre? Et il va découvrir ce qu'il en est à la fin. Et pour le découvrir, il faut le lire. Voilà, exactement. Exactement. Donc, je pense qu'on arrive... à peu près à la fin de notre entrevue. En petite conclusion, je pourrais dire qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'un petit bout de notre histoire va aider vraiment quelqu'un. Puis juste ça, c'est assez pour nous aider à continuer à écrire. Alors, merci Frédéric Danterny d'avoir été des nôtres. Puis, merci Maryse, merci Tricia. Donc, chers auditeurs, on remercie TVCL pour nous avoir accueillis et l'Association des auteurs des Laurentides. J'espère que vous avez découvert qu'est-ce que la littérature fantastique et donc je vous invite à participer et à être là lors de la prochaine émission de Cause Toujours et à retrouver les anciennes émissions sur le site internet tvcl.ca et également sur la chaîne YouTube de l'Association des auteurs des Laurentides. Alors merci et bonne journée.